Camille Moreau avait 32 ans, mais certaines journées lui donnaient l'impression d'en avoir vécu 100. Dans son modeste appartement du quartier Montplaisir, à Lyon, elle menait une vie rythmée par les horaires d'école, les factures à payer et les histoires du soir racontées à sa fille de 6 ans, Élise. Depuis le départ brutal de son compagnon, alors qu'elle n'était encore qu'au début de sa grossesse, Camille avait appris à tout faire seule. Non pas par bravade ou par goût de l'indépendance, mais parce qu'elle n'avait eu d'autre choix que de devenir, à la fois, le roc et le refuge de sa fille. Leur logement était petit, sans extravagance, mais rempli de chaleur. Les murs arboraient des dessins aux couleurs hésitantes, signés Élise en lettres mal formées. Une étagère bancale croulait sous les livres pour enfants et les romans qu'elle empruntait à la médiathèque, lus tard le soir quand le silence redevenait roi. Le parquet grinçait, les radiateurs toussaient, mais c'était chez elle. Camille travaillait comme assistante administrative dans une école primaire, à une quinzaine de minutes à pied. Elle y arrivait chaque matin avant 8 heures, les bras chargés de dossiers, le visage serein malgré les cernes. Ses collègues l'appréciaient pour sa discrétion et sa fiabilité, bien qu'elle restât en retrait lors des pauses et des déjeuners. Elle ne parlait presque jamais d'elle-même, préférant écouter les récits des autres. Beaucoup ignoraient qu'elle élevait seule un enfant. Élise, vive et curieuse, semblait porter en elle la lumière que sa mère tentait de préserver malgré les ombres. Chaque jour, elle posait 1000 questions, riait pour un rien et transformait les fins de journée en petites fêtes. Camille s'efforçait de faire du quotidien un terrain d'amour et de sécurité. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle savait l'une l'autre, et la plupart du temps, cela suffisait. Mais lorsque décembre s'installait et que les vitrines s'illuminaient de guirlandes dorées, quelque chose se fissurait. Les rues de Lyon devenaient féeriques, les marchés de Noël envahissaient les places, les gens semblaient plus pressés, plus heureux, plus entourés. Et Camille, elle, sentait en elle un vide plus grand que d'habitude. Les souvenirs d'un amour trahi, l'absence d'un avenir partagé, l'injustice d'avoir dû tout affronter seule, tout cela se faisait plus lourd. Chaque soir, après avoir couché Élise, elle s'autorisait un moment de silence, assise près de la fenêtre, un thé à la main. Elle regardait la ville briller sous les décorations, les couples marcher bras dessus bras dessous, les familles rire ensemble. Une mélancolie douce, tenace, s'installait en elle. Elle n'enviait pas vraiment les autres, mais elle se demandait si elle connaîtrait un jour ce genre de bonheur tranquille. Elle se le refusait sans doute, persuadée que ce n'était pas pour elle. Les contes de fées n'arrivaient pas aux femmes comme elle, pensait-elle. Les mères célibataires n'avaient non pas le luxe de rêver. Pour Élise, elle souriait toujours. Mais au fond, Camille sentait que quelque chose manquait. Pas seulement un compagnon, non. Il lui manquait un espace pour elle-même, un moment de légèreté, un souffle de surprise dans sa vie ordonnée. Pourtant, elle n'aurait jamais imaginé que ce souffle viendrait à elle sous la forme d'un rendez-vous arrangé, et encore moins à Noël. Le lundi suivant, dans la salle des professeurs de l'école primaire Jean Massé, un parfum de café chaud et de fatigue planait dans l'air. Camille s'était installée à une petite table près de la fenêtre, un dossier de bulletins dans les mains, son esprit flottant ailleurs. Dehors, le ciel de décembre s'assombrissait déjà, et les premières lumières de Noël commençaient à s'allumer dans les rues de Lyon. À l'autre bout de la pièce, Victoire, enseignante dynamique à la voix claire et au rire communicatif, la fixait avec un air que Camille connaissait bien. C'était ce regard mi-sérieux, mi-comploteur qu'elle adoptait chaque fois qu'elle avait une idée un peu folle derrière la tête. « Camille, dit-elle soudain, en s'asseyant face à elle sans invitation, « j'ai une proposition. Avant que tu ne dises non, promets-moi au moins d'écouter. » Camille leva les yeux, un sourire déjà fatigué aux lèvres. « Je sens que je vais regretter de dire oui. Peut-être. Mais peut-être pas, » répondit Victoire avec ce ton enjôleur qu'elle utilisait parfois avec ses élèves. Voilà, samedi soir, il y a un dîner, un genre de rencontre de Noël. C'est discret, sympa, dans un très bon restaurant. Pas une soirée bouffe, pas un speed dating ridicule. C'est organisé par une amie à moi, et les invités sont triés sur le volet. Je veux que tu y ailles. Camille secoua doucement la tête. Tu sais très bien que ce n'est pas pour moi, ce genre de choses. Je n'ai pas le temps, ni la tête à ça. Et puis, Élise, ta mère peut la garder, non? Ou même ta voisine. Je t'ai déjà entendu dire qu'elle t'adorait. Camille, franchement, ce n'est qu'un dîner, rien de plus. Tu mérites au moins une soirée pour penser à toi. Une seule. Et je vais me pointer là-bas, seule,
Pour m'asseoir en face d'un inconnu? Non merci, j'ai dépassé l'âge de jouer à ces jeux. Victoire se pencha un peu plus vers elle, la voix soudain plus douce. Je ne plaisante pas, Camille. Tu es brillante, douce, drôle. Tu as le droit d'être autre chose qu'une maman parfaite. Tu peux encore être une femme. Et qui sait, ce ne sera peut-être pas l'amour de ta vie, mais ça pourrait être un moment agréable. Tu en as besoin. Camille poussa un soupir, tira machinalement sur la manche de son pull. Une partie d'elle voulait céder, mais l'autre, plus forte, lui criait de ne pas se faire d'illusions. Elle n'était pas prête pour les faux semblants, les sourires forcés, les conversations creuses. Elle avait construit autour d'elle un mur de calme et de contrôle. L'idée de s'en éloigner, même pour une soirée, la troublait. « Je ne veux pas de complications, Victoire. J'ai une vie simple et j'ai mis du temps à la rendre stable. Je ne veux pas que quelqu'un vienne tout chambouler. Et si personne ne chamboulait rien? Et si c'était simplement un bon repas dans un joli cadre avec quelqu'un de respectueux? Je te le promets, Camille, c'est un environnement sûr. Pas de piège, pas de plan bizarre. C'est Noël. Tu mérites une soirée à table, sans petite cuillère à laver après. » Camille haussa un sourcil amusé malgré elle. « Tu as préparé ce discours? » « Depuis septembre, » admit Victoire en riant. « Tu n'as pas idée du nombre de fois où j'ai failli te le sortir. Mais je sentais que ce n'était pas encore le moment. Et maintenant, si. » Un long silence s'installa. Camille regarda par la fenêtre, observant les flocons qui commençaient à tomber avec lenteur. La ville se préparait à la fête. Les vitrines se garnissaient de rubans et de fausses neiges. Partout, les gens semblaient s'autoriser un peu de magie. Peut-être, juste peut-être, elle pouvait en faire autant. Une soirée, un dîner, rien de plus. Très bien, souffla-t-elle. Mais à une condition, tu me promets que ce ne sera pas étrange. Pas de photos, pas de musique ringarde, pas de type bizarre qui me demande combien j'ai de points de fidélité au supermarché. Victoire leva la main comme pour prêter serment. Promis. C'est un dîner dans un endroit magnifique. Et le type est normal, gentil, même un peu réservé, paraît-il. Il a juste besoin d'une pause, comme toi. Tu le connais? Victoire marqua un temps. Disons que j'ai entendu de très bonnes choses sur lui. Fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Tu n'as qu'à te pointer samedi à 20h. Je t'enverrai l'adresse et le nom de la réservation. Et Camille. Merci. Camille esquissa un sourire hésitant, encore incrédule d'avoir accepté. Elle sentait déjà le poids de l'incertitude, mais aussi une drôle de légèreté, comme si quelque chose venait de bouger, imperceptiblement, dans le cours bien réglé de ses journées. Le reste de la semaine passa dans une sorte d'étrange attente. Chaque jour, Camille pensait annuler. Elle rédigeait mentalement des messages pour dire qu'elle ne viendrait pas, mais elle ne les envoyait jamais. Chaque soir, Élise, avec son intuition enfantine, remarquait quelque chose. « Tu vas quelque part ce week-end » demanda-t-elle un soir pendant qu'elles dessinaient ensemble. « Peut-être » répondit Camille en haussant les épaules. « Un dîner. Tu vas porter ta robe verte, celle qui te fait ressembler à une fée ?» Camille rit, touchée par la naïveté de la question. Elle n'était pas une fée. Elle n'était même pas sûre d'être à la hauteur de quoi que ce soit d'autre qu'une mère fatiguée. Mais peut-être que cette robe, oubliée au fond de l'armoire, pouvait reprendre vie pour une nuit. Le samedi arriva plus vite que prévu. À 19h45, Camille se regarda dans le miroir de l'entrée. La robe verte lui allait encore. Elle avait rassemblé ses cheveux en un chignon discret, ajouté un peu de mascara, un trait léger de rouge à lèvres. Rien d'extravagant, juste de quoi se sentir un peu différente, un peu visible. Avant de sortir, elle se pencha vers Élise, qui jouait calmement avec ses peluches. « Je ne serai pas longue, mon cœur. Mamie va rester avec toi ce soir. » Élise la regarda, sérieuse, comme si elle comprenait l'importance du moment. « Amuse-toi, maman. » Sur le trajet, Camille se sentit nerveuse. Elle consulta l'adresse que Victoire lui avait envoyée et fronça les sourcils. Le nom du restaurant lui était vaguement familier. Le Jardin de l'Hiver, un établissement raffiné dans le Vieux-Lyon, réputé pour sa cuisine fine et son atmosphère feutrée. Elle se demanda ce qu'elle allait faire dans un lieu aussi prestigieux. À mesure qu'elle approchait, son cœur battait plus vite, et elle n'avait encore aucune idée de ce que Victoire avait omis de lui dire. Le vieux Lyon brillait sous les lumières de Noël, avec ses ruelles pavées bordées de lanternes et ses façades historiques, ornées de guirlandes blanches. Chaque pas de Camille résonnait dans les petites rues silencieuses, son souffle formant des nuages dans l'air froid de décembre. Elle tenait son manteau serré autour d'elle,
tentant de calmer la tension qui lui nouait le ventre. L'adresse indiquée par Victoire l'avait mené à une porte élégante en bois sombre, encadrée de vitraux givrés. Une plaque discrète indiquait le nom du restaurant, le Jardin de l'Hiver. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait vraiment franchir cette porte. L'endroit respirait le luxe, mais un luxe tranquille, sans ostentation. Derrière les vitres, elle devinait des nappes blanches impeccables, des chandeliers à la lumière douce, des serveurs en veston noir glissant entre les tables avec une aisance calculée. Tout semblait trop raffiné, trop loin de son quotidien. Mais elle inspira profondément, s'obligea à penser que ce n'était qu'un dîner, puis poussa la porte. L'intérieur était encore plus impressionnant. Un parfum subtil d'herbes fraîches et de bois flottait dans l'air. Une musique classique jouait en fond, assez bas pour ne pas déranger les conversations. Le maître d'hôtel, un homme à l'allure stricte mais au sourire professionnel, s'approcha dès qu'elle entra. « Bonsoir, madame. Vous avez une réservation ?»« Oui, je crois. Camille Moreau. Enfin, c'est un rendez-vous arrangé. Peut-être au nom de... » Lefebvre coupa l'homme avec un léger hochement de tête. « Suivez-moi, je vous prie. » Ce nom ne disait rien à Camille. Elle se contenta de le suivre, le cœur battant. En traversant la salle, elle sentit quelques regards se poser sur elle. Était-ce son hésitation, sa robe trop simple, ou simplement son air de ne pas appartenir à ce monde? Peu importait. Elle avait promis à Victoire qu'elle essaierait. Ils atteignirent une table légèrement à l'écart, à l'angle d'une baie vitrée donnant sur une cour intérieure décorée de branches de sapin et de lumière blanche. Un homme était déjà assis, vêtu d'un costume sombre impeccable, la chemise légèrement déboutonnée au col, sans cravate. Il leva les yeux à son approche et se leva aussitôt. Camille s'arrêta net. Il n'était pas simplement élégant. Il dégageait une présence, un calme, une assurance presque irréelle. Sa traits étaient au familier, trop pour être anodin. Elle l'avait vu quelque part, dans un article, un journal télévisé, peut-être même sur une couverture de magazine. Il s'agissait de Julien Lefebvre, un nom qu'elle n'avait pas associé jusqu'à maintenant. Mais oui, c'était lui, le fondateur de Lefebvre Technologies, une des figures les plus en vue du secteur numérique en France. Un homme dont on parlait pour ses innovations, sa fortune, ses prises de parole. Un homme qui, par sa simple réputation, semblait à des années-lumière de son quotidien. « Bonsoir Camille », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je suis content que vous soyez venue. » Elle resta figée, les yeux écarquillés, incapable de masquer sa surprise. « Je crois qu'il y a une erreur, balbutia-t-elle. Je suis désolé, je ne devais pas. »« Vous êtes bien Camille Moreau ?» demanda-t-il sans perdre son calme. Elle hocha la tête, encore confuse. « Alors c'est parfait. Victoire m'a parlé de vous. Pas de panique, je sais que ce n'est pas ce que vous attendiez. Moi non plus, à vrai dire. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Julien fit un signe au serveur, indiquant que tout allait bien, puis invita Camille à s'asseoir. « S'il vous plaît. Juste un dîner, rien d'extraordinaire. Vous pouvez partir quand vous voulez, évidemment. » Elle s'installa lentement, encore sous le choc. Julien Lefebvre. Pourquoi lui? Pourquoi ce cadre somptueux? Pourquoi Victoire lui avait-elle caché ce détail? « Je crois que je devrais partir, dit-elle, la voix basse. « Je comprendrai, répondit-il sans broncher. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Je ne suis pas ici pour jouer à un jeu mondain. J'ai accepté cette soirée à contre-cœur. Des amis pensent que je devrais rencontrer des gens normaux. Je ne sais pas ce que cela veut dire exactement. Mais vous avez l'air normal, dans le bon sens du terme. » Le ton n'était pas condescendant. Au contraire, il semblait sincère, presque maladroit. Camille sentit une tension étrange se relâcher. Il ne jouait pas un rôle. Et elle-même, bien qu'encore sur la défensive, ne se sentait pas moquée ou manipulée. Victoire m'a assuré que ce serait simple, léger. « Pas ça », fit-elle en désignant l'endroit du regard. « J'ai réservé ici pour une raison très bête, dit-il en souriant. J'aime la cuisine. Et c'est le seul lieu où je peux dîner tranquillement, sans qu'on me prenne en photo ou qu'on vienne me parler de contrat. » Elle le regarda, cherchant des signes d'arrogance, de prétention. Il n'y en avait pas, juste une forme d'honnêteté tranquille, et peut-être, derrière ses yeux clairs, une solitude qu'elle reconnaissait, même si elle portait un costume bien plus cher. « Très bien, souffla-t-elle, mais je ne promets rien. Je suis venue à reculons. Si vous me parlez d'argent ou de start-up, je pars. »« Marché conclu, répondit-il avec un petit rire. «
Et moi, si vous me parlez de budget de cantine ou de fournitures scolaires, je ferai pareil. » Un sourire involontaire naquit sur les lèvres de Camille. Le serveur apporta les cartes. La conversation, d'abord hésitante, trouva un rythme inattendu. Julien posait des questions, écoutait avec une attention réelle. Il s'intéressait à Élise, à sa passion pour les animaux, à la manière dont Camille jonglait entre le travail et la maternité. Il ne donnait aucun conseil, ne tentait pas de l'impressionner, ne parlait presque jamais de lui. Et pourtant, plus elle l'écoutait, plus elle sentait qu'il portait lui aussi un fardeau invisible. Quelque chose dans sa manière d'éluder les questions personnelles, de détourner habilement certaines remarques, laissait deviner un passé complexe. Mais ce soir-là, Camille décida de ne pas trop creuser. Pas encore. Le mystère de Julien Lefebvre n'était pas le sujet. Pas ce soir. Ce soir, c'était juste un dîner, une parenthèse. Un moment improbable entre deux mondes que tout séparait, sauf, peut-être, une certaine forme de lassitude partagée. Lorsque le serveur se retira, laissant sur la table 2 verres de vin soigneusement servis, Camille resta un instant silencieuse, le regard perdu dans la lumière douce du chandelier. Elle n'arrivait pas à croire à ce qui lui arrivait. Le simple fait d'être assise dans ce lieu raffiné, face à un homme aussi médiatisé, aussi éloigné de sa réalité quotidienne, lui donnait le sentiment de vivre une sorte de parenthèse suspendue, sans repère familier. Pourtant, au lieu de se sentir flattée ou impressionnée, elle se sentait profondément mal à l'aise. Julien Lefebvre, ce nom qu'elle n'associait jusqu'alors qu'à des gros titres économiques ou à des photos de gala, semblait bien réel, bien humain. Trop, peut-être, et cette proximité inattendue perturbait ses défenses. « Vous semblez ailleurs », dit-il calmement. Elle le regarda, piquée de honte de s'être laissée aller à tant de pensées. « Je suis juste surprise que vous soyez là, que vous soyez... vous, en fait. Ce n'est pas le genre de personne que j'imaginais pour un rendez-vous arrangé par une collègue d'école. » Julien sourit avec une certaine amertume. « Ce n'est pas le genre de situation que j'imaginais non plus. Honnêtement, je me suis fait piéger, mais gentiment. Un ami, convaincu que je vis comme un ermite, m'a inscrit à cette soirée rencontre déguisée. Je lui ai dit que je n'avais ni le temps ni la patience, mais il a insisté. Et puis, il m'a parlé d'une femme différente. Quelqu'un d'authentique. Je ne savais pas que c'était vous, mais maintenant que je le sais, je ne regrette pas. » Camille pinça les lèvres, incertaine de ce qu'elle devait ressentir. Elle voulait lui demander ce qu'il attendait exactement. De la compagnie, une aventure, une distraction dans un agenda trop vide d'émotions sincères. Elle craignait d'être un divertissement dans une existence trop calibrée. Mais il n'y avait dans ses paroles aucune trace de supériorité ou de calcul. « Je ne suis pas certaine de comprendre ce que vous cherchez, Julien, » dit-elle enfin, « et je ne suis pas vraiment sûre d'avoir envie de le savoir. Je suis venue ici parce qu'on m'a convaincue de faire une pause. Pas pour plaire, pas pour séduire. Je ne suis pas ce genre de femme. » « Je ne cherche pas ce genre de femme, » répondit-il sans hésiter. « J'en ai rencontré suffisamment pour comprendre que ça ne mène nulle part. Ce que je veux, c'est un moment de vérité, même bref, même imparfait. » Le ton était simple, mais la sincérité qu'elle y perçut l'étonna. Elle n'était pas naïve. Elle savait que les mots pouvaient être choisis avec soin, surtout par des hommes habitués aux négociations et aux discours publics. Pourtant, ce qu'il disait ne sonnait pas comme une performance. La soirée continua avec une légèreté prudente. Camille, encore sur la réserve, accepta de parler un peu de sa vie. Elle évoqua Élise, sans entrer dans les détails douloureux. Elle parla de son travail à l'école, de ses journées rythmées entre les tâches administratives et les petits drames des enfants. Julien l'écoutait, vraiment. Il ne la coupait pas, ne cherchait pas à tirer la conversation vers lui. Il hochait la tête, parfois posait une question discrète, toujours avec cette douceur qui, progressivement, faisait tomber les barrières. Mais Camille n'était pas dupe. Cette aisance, cette attention maîtrisée, cette manière de ne jamais se laisser aller à une parole de trop, tout cela témoignait d'un contrôle permanent. Julien Lefebvre était un homme habitué à tout surveiller, son image, ses réactions, peut-être même ses émotions. Lorsqu'elle tenta avec délicatesse de lui demander s'il avait de la famille à Lyon, ou s'il passait Noël seul, il détourna habilement la conversation. « Et Élise, elle croit encore au Père Noël ?» demanda-t-il, un éclat complice dans les yeux. Camille sentit qu'il venait d'éviter une question importante.
Elle nota le changement, mais décida de ne pas insister. Pas ce soir. Elle ne voulait pas gâcher le fragile équilibre qui s'était installé. Pourtant, une part d'elle était troublée. Pourquoi refuser de parler de choses simples? Noël, la famille, l'enfance. Ce n'étaient pas des sujets à risque, à moins qu'ils ne le soient pour lui. Le dessert fut servi. Camille n'avait pas vu le temps passer. La crème brûlée devant elle était délicatement caramélisée, l'arôme de vanille flottant doucement jusqu'à elle. Julien observait sa réaction, visiblement amusé. « Vous regardez ce dessert comme si c'était une trahison. »« Non, répondit-elle en souriant. Juste que je n'ai pas l'habitude de finir un repas sans devoir faire la vaisselle ou nettoyer les miettes sur le sol. » Ils rirent tous les deux, sincèrement cette fois. Un rire bref mais vrai, qui rompit un peu plus la distance entre eux. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce moment. Camille se surprit à se détendre, à accepter que peut-être cette soirée ne se terminerait pas dans la gêne ou l'ennui. Mais l'ombre du doute persistait. Elle ne savait pas encore si Julien était un homme blessé ou simplement distant par choix. Elle ne savait pas non plus pourquoi Victoire avait pensé qu'ils seraient compatibles. Il y avait trop de zones d'ombre, trop de non-dits. Et pourtant, une étrange curiosité naissait en elle, malgré sa prudence naturelle. Elle voulait comprendre cet homme, non pas pour s'en approcher, mais pour savoir ce qu'il cachait derrière cette façade de calme parfait. Quand le dîner toucha à sa fin, Julien ne proposa pas de prolonger la soirée. Il ne suggéra pas de marcher un peu, ni même d'échanger leurs numéros. Il demanda simplement si elle voulait qu'un taxi soit appelé pour elle. Elle refusa poliment. « Je préfère marcher un peu, ça me permet de réfléchir. »« Je comprends, » répondit-il, « et je vous remercie d'être venu. Vraiment. » Ils se levèrent. Julien tendit la main. Camille hésita une seconde, puis la serra. Sa poigne était ferme, mais pas autoritaire. Un geste simple, sans attente. Elle se retourna, prête à partir. Mais à mi-chemin de la sortie, elle se retourna une dernière fois. « Julien ?» dit-elle. Il releva les yeux. C'était moins étrange que prévu. « Je prendrai ça comme un compliment, » répondit-il, un sourire discret au coin des lèvres. Dehors, l'air était encore plus froid que lorsqu'elle était arrivée. Camille marcha lentement dans les rues illuminées, les mains dans les poches, la tête pleine d'interrogations. Elle ne savait pas ce que cette soirée représentait, ni si elle allait revoir Julien. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait vécu quelque chose qui ne tournait pas autour de sa fille, de son travail ou de ses responsabilités. Et même si elle refusait de l'admettre, cela lui avait fait du bien. Dans les jours qui suivirent ce dîner singulier, Camille eut du mal à remettre de l'ordre dans ses pensées. Le quotidien reprit sa place, implacable comme une horloge bien réglée. Les devoirs d'Élise, les réunions à l'école, les courses à faire, les repas à préparer, tout s'enchaînait comme toujours. Et pourtant, quelque chose flottait dans l'air, un écho discret de cette soirée inattendue au jardin de l'hiver. Elle n'en parla à personne, pas même à Victoire. Elle savait que cette dernière l'interrogerait avec son enthousiasme habituel, lui tirerait les moindres détails, et Camille n'était pas prête à mettre des mots sur ce qu'elle-même ne comprenait pas encore. Julien Lefebvre. Le nom résonnait dans son esprit chaque fois qu'elle ouvrait un journal, ou qu'elle passait devant une vitrine, où un écran diffusait des chaînes d'information. Elle découvrit qu'il était omniprésent dans les actualités économiques, cité pour ses innovations technologiques, ses investissements stratégiques, ses déclarations calculées. L'image publique du PDG était nette. Un homme brillant, réservé, redouté dans les conseils d'administration et adulé par les jeunes entrepreneurs. Mais le Julien qu'elle avait rencontré au restaurant ne correspondait pas tout à fait à cette version-là. Ce soir-là, il avait été attentif, presque doux. Il avait parlé peu de lui, mais jamais avec arrogance. Et c'est précisément ce silence, ce refus de se livrer, qui restait en suspens dans l'esprit de Camille. Ce n'était pas de la simple discrétion. Il y avait autre chose, une retenue, un poids invisible. Elle y avait repensé en détail. Chaque fois qu'elle avait abordé un sujet personnel, Julien avait détourné la conversation avec une facilité déconcertante, sans jamais paraître impoli ni distant. Il savait esquiver, mais sans fuir. Cela exigeait une certaine habitude, un savoir-faire que l'on acquiert quand on porte un masque depuis longtemps. Un après-midi, alors qu'elle attendait Élise à la sortie de l'école, Camille consulta son téléphone et tomba sur un article récent à propos de la Fondation Lefebvre. Il était question d'un nouveau programme de mécénat
visant à soutenir des associations locales œuvrant pour les familles monoparentales. Une initiative pilote devait être lancée à Lyon, en partenariat avec plusieurs établissements scolaires. Camille fronça les sourcils. Ce genre de projet était rare venant d'une fondation connue surtout pour son financement de projets technologiques et de bourses universitaires. Le ton de l'article était élogieux, saluant l'implication personnelle et sincère du président de la fondation. Mais pour Camille, cela sonnait comme une coïncidence troublante. Le lendemain, son intuition se confirma. En arrivant à l'école, elle sentit une agitation inhabituelle dans les couloirs. Des affiches avaient été accrochées dans le hall, annonçant une réunion exceptionnelle avec des représentants d'une fondation privée pour discuter d'un partenariat éducatif. À la salle des professeurs, tout le monde en parlait. « Tu as vu ça ?» lança Victoire en entrant. « La fondation Lefebvre, ici. Apparemment, ils veulent créer un programme de soutien pour les mères seules. Ce serait énorme pour nos élèves. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle observait l'affiche, le logo élégant de la fondation, les mots choisis avec soin. Elle avait un pressentiment. Et il se confirma dans l'heure qui suivit. En sortant de la salle, elle croisa Julien dans le hall d'entrée de l'école. Il était là, en chair et en os, vêtu d'un manteau gris sobre, discutant avec la directrice et quelques enseignants. Lorsqu'il la vit, il s'interrompit brièvement, esquissa un sourire sincère, puis reprit sa conversation comme si de rien n'était. Camille, figée, sentit le regard de plusieurs collègues se tourner vers elle. « C'est lui ?» murmura quelqu'un derrière elle. « Il est... pas mal, non ?» Camille s'éloigna sans répondre, le cœur battant. Elle ne savait pas ce qu'elle devait ressentir. Surprise peut-être. Méfiance certainement. Il n'avait pas dit qu'il reviendrait. Il n'avait pas évoqué le moindre lien entre leur dîner et ce projet social. Et maintenant, il apparaissait dans son lieu de travail, impliqué dans un programme qui, par un hasard trop parfait, touchait directement son quotidien. La réunion fut organisée le jour même, dans la bibliothèque de l'école. Julien présenta la vision de sa fondation avec calme, professionnalisme. Il parla de reconnecter les sphères sociales, de donner une chance réelle aux familles isolées. Il ne regarda Camille qu'une seule fois, brièvement, mais elle sentit dans ce regard une tension difficile à interpréter. Tout le monde fut impressionné. La directrice conquise déclara que c'était une chance inespérée pour l'établissement. Certains enseignants exprimèrent quelques réserves sur les modalités, mais dans l'ensemble, l'accueil fut enthousiaste. Camille, elle, restait en retrait. Elle n'intervint pas. Elle savait que ce geste, aussi généreux qu'il puisse paraître, la plaçait dans une position délicate. Julien avait franchi une limite sans la prévenir. Même si son projet était sincère, il exposait malgré elle sa vie privée. Très vite, les commentaires commencèrent à circuler. « Tu le connais, non ?» demanda une collègue à la pause. « On t'a vu lui parler. »« C'est une vieille connaissance ?» ajouta une autre, mi-curieuse, mi-envieuse. « C'est ton nouveau prétendant, Camille ?» plaisanta Victoire, sans se douter de l'ampleur de la gêne qu'elle provoquait. Camille répondit avec des sourires polis, sans jamais entrer dans les détails. Mais elle sentit une distance s'installer autour d'elle, une distance faite de spéculations, de jugements déguisés. Le simple fait d'avoir été vue à côté d'un homme influent suffisait à alimenter les conversations. Elle ne voulait pas de cette attention. Elle n'avait jamais cherché à attirer l'œil de qui que ce soit. Et surtout pas ainsi. Ce soir-là, chez elle, après avoir couché Élise, Camille relut l'affiche de la fondation posée sur la table de la cuisine. Elle repensait à chaque parole échangée avec Julien, à chaque silence, à chaque esquive. Elle se demanda s'il avait planifié tout cela depuis le début, s'il l'avait ciblé d'une manière ou d'une autre, ou si, au contraire, quelque chose dans leur rencontre l'avait réellement touché au point de provoquer ce geste. Mais alors, pourquoi ne rien lui avoir dit? Pourquoi revenir ainsi dans sa vie sans prévenir, sans explication, sans même une tentative de justifier cette apparition soudaine? Camille ne savait plus quoi penser, et elle savait que ce trouble ne faisait que commencer. Les jours suivants furent pour Camille un mélange d'agacement, d'incompréhension et d'une étrange forme de fatigue émotionnelle. L'apparition inattendue de Julien à l'école, la création soudaine d'un programme social lié à son propre quotidien et les regards de ses collègues pesant désormais sur chacun de ses gestes, tout cela avait bouleversé l'équilibre qu'elle s'était évertuée à construire pendant des années. Elle avait vécu tant de temps dans la discrétion, à ne jamais chercher l'attention ni la reconnaissance, qu'être soudainement au centre d'un intérêt collectif, même indirect,
l'emplissait d'un malaise profond. Ce malaise s'amplifia encore lorsque, quelques jours plus tard, la directrice convoqua une réunion spéciale à laquelle Camille fut expressément invitée. L'ordre du jour, la mise en place opérationnelle du projet avec la Fondation Lefebvre. L'invitation avait été rédigée de manière standard, sans mention particulière, mais le fait qu'elle ait été glissée en main propre et non simplement déposée dans son casier comme pour les autres, ne fit qu'accroître son trouble. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, plusieurs regards se tournèrent vers elle, certains bienveillants, d'autres empreints de cette curiosité déguisée qui, selon elle, valait bien pire que la malveillance ouverte. Elle s'assit en silence, salua à peine, et prit des notes mécaniquement pendant toute la durée de la présentation. Julien n'était pas présent cette fois, mais son nom revenait constamment dans la bouche des intervenants. On parlait de lui comme d'un mécène engagé, d'un homme de vision. Personne ne faisait le lien avec Camille à voix haute, mais elle sentait bien que les sous-entendus circulaient. Le soir même, alors qu'elle terminait un plat de pâtes avec Élise, la petite posa soudain une question inattendue. « Maman, c'est qui, monsieur Lefebvre ?» Camille s'immobilisa un instant, la fourchette suspendue entre l'assiette et sa bouche. Élise la regardait avec cette sincérité désarmante propre aux enfants, sans jugement, juste avec une véritable curiosité. « Pourquoi tu me demandes ça, mon cœur ?»« Parce que tout le monde en parle à l'école. Il va aider les mamans, c'est ce qu'ils disent. » Et Victoire m'a demandé si je le connaissais. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle n'aimait pas que sa fille soit mêlée à tout cela. Elle avait toujours tout fait pour que son univers reste protégé, doux, sans les échos du monde adulte et ses complications. « C'est un monsieur que j'ai rencontré une fois, » répondit-elle calmement. « Il veut faire des choses bien, je crois. Mais tu n'as pas à t'en inquiéter, d'accord ?»« D'accord, » fit Élise, avant de se replonger dans son assiette. Mais la question avait laissé une trace. Camille comprit alors que ce qui la dérangeait le plus, ce n'était pas seulement d'être scrutée, c'était de voir sa fille entrer, même de loin, dans un cercle de tension qu'elle n'avait pas choisi. Le lendemain, elle prit donc une décision. Elle attendit la fin des classes, s'assura qu'Élise était avec sa grand-mère pour la soirée, puis se rendit à l'adresse professionnelle indiquée sur le site de la Fondation. Elle n'avait pas pris rendez-vous. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que Julien lui ouvrirait la porte, et il le fit. Lorsqu'elle annonça son nom à l'accueil, l'assistante lui demanda d'attendre quelques minutes. Puis Julien en personne apparut, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon de costume sans cravate. Il semblait surpris mais pas mécontent de la voir. « Camille, je ne m'attendais pas à votre visite. Tout va bien ?» Elle hocha la tête. « Tout dépend de ce que vous entendez par « bien ». Est-ce qu'on peut parler ?» Il l'invita à le suivre dans un petit salon privé, loin des bureaux ouverts et des regards indiscrets. Une fois installée, Camille ne perdit pas de temps. « Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça, venir à mon école. Lancer un programme qui me concerne directement, sans m'en parler. Vous avez conscience de ce que cela provoque ?» Julien resta silencieux quelques secondes, les doigts joints devant lui, le regard plongé dans le sien. « Ce n'était pas contre vous, ni pour vous mettre mal à l'aise. C'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Notre dîner m'a simplement rappelé à quel point il était nécessaire et que je n'avais pas à attendre de conditions parfaites pour l'appliquer. C'est tout. »« C'est tout ?» répéta-t-elle, incrédule. « Vous arrivez dans mon école, vous devenez le sujet de toutes les conversations, et vous croyez que je peux simplement faire comme si de rien n'était. Je ne voulais pas vous exposer. Je vous le jure. Je pensais que ça vous plairait. » « Me plaire ? Vous ne me connaissez pas, Julien. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, de devoir tout gérer seul, sans jamais vouloir attirer l'attention. Vous arrivez avec vos bonnes intentions, et moi je me retrouve à devoir justifier des choses que je n'ai même pas choisies. » Julien se redressa légèrement, mais son ton resta calme. « Je suis désolé, vraiment. Je pensais faire quelque chose de bien. Peut-être que j'ai été maladroit. Mais ce n'était pas une manœuvre, ni une stratégie. Et je ne vous ai jamais utilisé. » Camille le scruta un moment, cherchant un signe, un doute, une faille. Mais elle ne trouva qu'un homme sincère, peut-être un peu perdu, certainement trop habitué à décider seul. Cette fois, elle décida de ne pas partir en claquant la porte. « Très bien, dit-elle. Alors soyez clair, vous comptez rester impliqué dans cette histoire. Vous allez continuer à venir à l'école, à parler aux enseignants, à croiser ma fille dans les couloirs. Si cela vous dérange, je peux m'effacer. Le projet est entre les mains de l'équipe locale maintenant. Je n'ai pas besoin d'être visible.
Ce n'est pas une question de visibilité, c'est une question de respect. Si vous voulez faire partie de ma vie, même en marge, alors il faudra le faire avec mon accord. Pas comme un spectateur qui décide du scénario sans consulter les acteurs. Julien acquiesça lentement, presque soulagé qu'elle pose des limites. Ce fut la fin de leur échange ce jour-là. Il la raccompagna sans chercher à prolonger la discussion. Sur le trottoir, en retrouvant l'air froid de la rue, Camille sentit pour la première fois qu'elle avait repris le contrôle de la situation. Elle ne savait pas ce que Julien représentait réellement pour elle, mais elle savait désormais ce qu'elle voulait, garder le pouvoir sur sa propre histoire. Et à partir de ce jour, toute personne qui voudrait y entrer devrait le faire à ses conditions. La tension entre Camille et Julien ne s'était pas dissipée aussi rapidement que les phrases de leur dernière conversation pouvaient le laisser penser. Pendant plusieurs jours, elle l'évita délibérément, choisissant ses horaires avec soin pour ne pas croiser la moindre trace de son implication dans l'école. Les discussions autour du programme social de la Fondation Lefebvre continuaient à alimenter les couloirs, et même si personne ne l'impliquait directement, Camille savait que tous faisaient le lien. Victoire avait bien tenté quelques commentaires légers, mais face au silence ferme de son ami, elle comprit qu'il valait mieux ne pas insister. Pourtant, Camille n'arrivait pas à ignorer totalement l'existence de Julien. Au-delà de sa gêne et de ses doutes, quelque chose en elle refusait de reléguer ce qu'ils avaient partagé à un simple malentendu. Ce n'était pas de l'espoir, ni une attente précise. C'était un besoin de comprendre davantage, de saisir les nuances derrière l'homme, au-delà de l'image publique ou du geste maladroit. Mais cela ne signifiait pas qu'elle souhaitait relancer quoi que ce soit. C'est dans ce climat ambivalent qu'elle reçut une enveloppe beige glissée dans son casier de l'école. Aucune inscription manuscrite, seulement son prénom inscrit en lettres dactylographiées. Elle l'ouvrit méfiante. À l'intérieur, une carte sobrement imprimée l'invitait à un événement de gala organisé à Paris par la Fondation Lefebvre, en faveur de projets sociaux. Il s'agissait d'un dîner caritatif, rassemblant donateurs, partenaires et représentants d'associations. En bas de l'invitation, un petit mot était écrit à la main. « J'aimerais que vous soyez là. Pas pour les projecteurs, pour les idées. Julien. » Camille relut la phrase plusieurs fois comme si elle pouvait y découvrir un double sens. Elle hésita à froisser la carte, à l'ignorer comme elle avait ignoré d'autres tentatives de contact. Mais le mot « idée » l'avait accrochée. Car malgré tout, elle en avait des idées. Elle avait toujours rêvé de voir l'école faire mieux pour les enfants en difficulté, pour les familles isolées, pour toutes ces mères qui, comme elle, luttaient en silence. Et pour la première fois, quelqu'un comme Julien semblait vouloir écouter, pas par politesse, mais avec l'intention réelle de concrétiser quelque chose. Elle mit plusieurs jours à répondre. Elle ne le fit ni par téléphone, ni par mail. Elle attendit une réunion d'équipe où Julien devait brièvement intervenir par visioconférence. Après son allocution, pendant laquelle il resta très professionnel, Camille se permit une question. Est-ce que cette invitation était destinée à une représentante d'école ou à une invitée personnelle? Julien, derrière l'écran, resta un instant silencieux. Puis il répondit simplement « Aux deux, j'espère ». Un silence flotta dans la salle. Quelques têtes se tournèrent vers Camille, intriguées, mais elle n'y prêta pas attention. Ce fut sa manière d'accepter. Et Julien le comprit ainsi. 2 jours plus tard, elle recevait les détails du voyage. Billets de train, réservation d'hôtel et un programme du dîner. Tout était organisé avec discrétion, sans luxe ostentatoire. Ce soin, paradoxalement, lui fit plus d'effet que si elle avait reçu des bijoux. Elle décida de faire ce voyage. Élise, lorsqu'elle l'apprit, s'illumina comme jamais. « Tu vas à Paris? Tu vas mettre ta robe verte encore ?» Camille sourit, attendrie par l'enthousiasme de sa fille. Elle aurait aimé l'emmener, lui montrer la ville, les lumières, les vitrines animées. Mais ce n'était pas un voyage pour les enfants. Elle se contenta de lui promettre de lui rapporter une petite tour Eiffel en souvenir, ce qui déclencha une série de questions sur les monuments et les rues pavées. Le soir du gala, Camille se sentit de nouveau transportée hors de son monde. L'événement avait lieu dans un ancien hôtel particulier, transformé en espace culturel, au cœur du 7e arrondissement. L'endroit était majestueux sans être prétentieux. Des œuvres d'art modernes côtoyaient des boiseries d'époque, créant un contraste élégant. Les invités affluaient, tous vêtus avec une certaine sobriété chic, discutant par petits groupes, un verre à la main. Camille se sentit légèrement en décalage, mais moins qu'elle ne l'aurait cru. Elle avait choisi une tenue sobre,
un tailleur noir qu'elle réservait aux rares occasions formelles, et l'assurance qu'elle avait acquise ces dernières semaines lui permettait de se tenir droite sans chercher à se faire oublier. Julien vint à sa rencontre dès son arrivée. Il ne tenta pas de l'isoler ni de lui voler un moment hors du temps. Il la salua simplement, comme si elle faisait partie intégrante de la soirée. « Je suis content que vous soyez venu. J'aimerais vous présenter à quelques personnes, si vous le permettez. Certaines pourraient bénéficier de votre expérience. » Camille acquiesça. Elle fut surprise de la manière dont il la mettait en avant, non pas comme une curiosité, mais comme une voix à écouter. Au fil de la soirée, elle échangea avec des responsables d'associations, des éducateurs spécialisés, des représentants de collectivités locales. À chaque fois, elle ne se contenta pas de politesse. Elle parla de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle constatait à l'école, des besoins urgents, des enfants silencieux et des mères oubliées. Ces mots touchaient, car ils venaient du réel. Julien l'observait parfois, à distance, sans jamais intervenir. Il ne cherchait pas à la guider ni à l'interrompre. Il la laissait exister. Et c'était peut-être le plus grand cadeau qu'il lui faisait. À la fin du dîner, alors que les invités commençaient à se disperser, il vint la retrouver près d'une grande fenêtre donnant sur la cour illuminée. « Vous avez été brillante, » dit-il simplement. « J'ai été honnête, » répondit-elle. « C'est tout ce que je peux être. » Ils restèrent à quelques minutes en silence. Camille observait les lumières de Paris, pensant à Élise, à la routine qui l'attendait au retour, mais aussi à cette brèche qui s'était ouverte. Elle ne savait pas ce que Julien attendait vraiment d'elle, mais au moins, ce soir-là, il n'avait rien exigé. Il lui avait offert un espace. « Je ne vous demande rien, » dit-il soudain, « ni promesse, ni avenir. Juste que vous sachiez que si vous avez envie de parler et de travailler sur ces idées, je suis là. » Camille ne répondit pas tout de suite. Puis elle tourna la tête vers lui. « Et si je n'ai envie de rien, vous serez là aussi ?» Il sourit, sans arrogance. « Oui, même dans le silence. » Ce fut la première fois qu'elle crut entièrement à ses mots, parce qu'il ne promettait rien d'autre que ce qu'il disait. Pas d'illusion, pas de rêve, juste une présence. Et parfois, cela suffit à déplacer l'ordre des choses. Camille ne savait pas vraiment pourquoi elle avait accepté de prolonger son séjour à Paris d'une nuit supplémentaire après l'événement. Peut-être une envie de ralentir, de ne pas retourner trop vite dans la routine, ou simplement un besoin de comprendre ce qu'elle avait ressenti au cours de la soirée. Elle n'avait pas prévu que Julien lui proposerait de l'accompagner à un autre rendez-vous le lendemain. Une visite privée d'un centre éducatif soutenu par sa fondation, suivie d'un déjeuner léger avec l'équipe de direction. Elle hésita, mais finit par accepter. Il ne s'agissait pas d'un tête-à-tête, et tout semblait encore placé sous le signe du projet. Cela la rassura, ou du moins, elle voulut le croire. Le centre, situé dans le 14e arrondissement, était un ancien bâtiment administratif, transformé en espace d'accueil pour adolescents déscolarisés. L'initiative était ambitieuse, bien pensée, et portée par une équipe jeune et motivée. Camille, attentive, prit des notes, posa des questions, s'efforçant de ne pas laisser son jugement être influencé par la présence de Julien à ses côtés. Lui, fidèle à ce qu'il avait montré jusque-là, resta discret, la laissant libre de s'exprimer. Il n'était pas là pour briller, mais pour faire avancer les choses, et malgré les tensions passées, elle appréciait cette posture. C'est seulement plus tard, au cours du déjeuner, qu'un événement vint fissurer ce calme fragile. Alors qu'elle s'était absentée quelques instants pour répondre à un appel de Victoire, qui s'inquiétait de son absence prolongée, Camille, en revenant vers la table, surprit une conversation entre deux hommes en costume, visiblement des partenaires ou associés de Julien. Ils parlaient à voix basse, mais pas assez pour qu'elle ne puisse saisir quelques phrases. « Encore cette histoire d'il y a 3 ans avec la journaliste. Tu te souviens? Le procès étouffé. » Oui, bien sûr. Il avait tout verrouillé juridiquement. Elle voulait l'accuser de manipulation affective. C'était flou mais assez sérieux pour entacher son image. Heureusement qu'il avait les bons avocats. Et surtout les bons contacts dans la presse. Les deux hommes éclatèrent d'un petit rire sec. Camille s'arrêta net à quelques mètres, glacée. Il ne l'avait pas vue. Elle recula d'un pas, fit mine d'ajuster son manteau, puis revint vers la table comme si de rien n'était. Julien la salua d'un regard, mais elle évita le sien. Son appétit avait disparu, et avec lui, la confiance qu'elle avait commencé à lui accorder. Le reste du repas se déroula sans incident, mais Camille restait silencieuse, tendue.
Julien remarqua son changement d'attitude. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, il lui demanda d'un ton prudent « Quelque chose ne va pas ?»« Non », répondit-elle brièvement. Mais en elle, tout criait le contraire. Une fois à l'hôtel, elle monta dans sa chambre sans accepter l'invitation de Julien à prendre un café dans le salon. Elle avait besoin de réfléchir, seule. Elle revit la scène en boucle, repensa aux mots qu'elle avait entendus. Une journaliste, un procès, une accusation de manipulation émotionnelle. Ce n'était pas rien, même si cela datait de plusieurs années. Et surtout, Julien n'en avait jamais parlé. Elle avait accepté de le revoir, de le suivre à Paris, parce qu'elle croyait à son honnêteté, à sa transformation peut-être tardive mais réelle. Mais si ce passé qu'il avait soigneusement gardé dans l'ombre n'était qu'un exemple parmi d'autres, alors tout ce qu'il lui avait montré jusqu'ici perdait sa valeur. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir été trompée, même par omission. Le soir venu, elle décida de le confronter. Elle frappa à la porte de sa chambre, qui s'ouvrit presque aussitôt. Il semblait surpris mais pas inquiet. « Camille, je pensais que... »« On doit parler, » coupa-t-elle. Il s'écarta pour la laisser entrer. Elle resta debout, droite, les bras croisés. « Aujourd'hui, j'ai entendu 2 de vos associés parler d'un scandale. Une journaliste, un procès, des accusations graves. Et vous, Julien, vous n'avez jamais rien dit. Pas une allusion. » Julien pâlit légèrement. Il ne chercha pas à nier. « Ce n'est pas une histoire dont je suis fier. Ce n'est pas une histoire dont vous avez parlé, surtout. Vous passez votre temps à écouter, à esquiver les sujets sensibles, à choisir vos mots. Mais quand il s'agit de votre passé, vous vous taisez. Et moi, je me retrouve dans une situation où je dois deviner si ce que vous me montrez est vrai, ou si c'est une façade. »« Ce n'est pas une façade, » répondit-il posément. « Mais c'est vrai que j'ai des choses que je n'ai pas dites, parce que je ne voulais pas que cela vous touche, parce que je voulais que vous me voyiez autrement. C'est justement ça le problème. Vous avez décidé seul de ce que je devais savoir, comme si j'étais incapable de juger par moi-même. » Il s'assit sur le bord du lit, visiblement accablé. Pour la première fois, il semblait réellement vulnérable, désarmé. Cette histoire avec la journaliste, c'était une relation compliquée. J'ai été distant, oui. Trop froid, peut-être. Elle s'est sentie utilisée, et elle m'a attaqué publiquement. Il n'y a jamais eu de violence, ni de harcèlement, mais j'ai compris trop tard que mon silence, mon détachement, pouvait blesser plus profondément que des mots. Et j'ai laissé les avocats gérer au lieu de parler. Je me suis protégé, parce que j'étais lâche, et que j'avais peur de voir en face ce que j'étais devenu. Camille l'écoutait, immobile. Il ne jouait pas la carte de l'émotion. Il racontait les faits, sans chercher à s'absoudre. Mais la blessure était là, profonde. Elle le voyait. Ce n'était pas seulement une histoire ancienne, c'était un fardeau qu'il portait encore. Et moi, Julien, est-ce que vous me protégez ou est-ce que vous me manipulez aussi, d'une certaine manière? Il leva les yeux vers elle, sincèrement ébranlé. Je ne vous ai jamais menti. J'ai simplement eu peur de tout gâcher si je disais tout. Mais je comprends que mon silence soit une forme de trahison. Et si vous décidez de partir maintenant, je n'aurai rien à vous reprocher. Camille le fixa un moment encore, puis elle tourna les talons, ouvrit la porte. Je retourne à Lyon demain matin, et je vous demande de ne plus me contacter. Il ne répondit rien. Elle sortit, le cœur serré, mais certaine d'une chose. Elle ne voulait plus être spectatrice d'une histoire où elle ne connaissait pas les règles. À peine arrivée dans sa chambre, elle réserva un billet pour le premier train du matin. Les lumières de Paris, vues de sa fenêtre, lui semblèrent soudain bien froides. De retour à Lyon, Camille retrouva sa routine avec une efficacité froide. Elle se leva chaque matin, prépara Élise pour l'école, traversa les couloirs de l'établissement avec un détachement presque mécanique, puis rentra chez elle pour retrouver le silence familier de leur appartement. À aucun moment elle ne prononça le nom de Julien. Pas devant Victoire, ni devant Élise, ni même dans le secret de ses pensées. Elle s'était imposée une barrière stricte. Cette histoire était terminée. Définitivement. Du moins, c'est ce qu'elle s'efforçait de croire. Mais son corps, lui, ne parvenait pas à mentir aussi bien. Elle dormait mal. Des rêves confus la hantaient, dans lesquels des visages flous disaient des choses qu'elle n'entendait pas, et où des regards silencieux semblèrent la suivre jusque dans les coins les plus banals de sa vie. Elle se surprenait à repenser à certains détails. La manière dont Julien l'avait laissé partir sans insister, le tremblement imperceptible dans sa voix lorsqu'il avait parlé de sa lâcheté passée, ou encore le regard qu'il lui avait lancé ce soir-là,
dans cette chambre d'hôtel, comme s'il savait qu'il ne la reverrait plus. Élise, sensible aux émotions de sa mère malgré son jeune âge, finit par poser la question qu'elle redoutait. « Tu es triste, maman ?» Camille tenta de sourire. « Non, ma chérie, juste un peu fatiguée. C'est à cause de Monsieur Lefebvre ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ne voulait pas que sa fille porte le poids d'une histoire d'adulte. Mais l'innocence de sa question ne laissa pas de place au mensonge. Peut-être un peu, admit-elle doucement. Élise, dans un élan de tendresse, se blottit contre elle sur le canapé. « Tu veux que je lui écrive une lettre pour lui dire de te rendre heureuse ?» Camille la serra fort, émue, touchée et bouleversée à la fois. Ce n'était pas une question de lettres, ni même de mots. C'était une question de confiance. Et cette confiance avait été brisée. Pourtant, quelque chose en elle refusait de classer toute cette histoire comme une simple erreur. Elle ne comprenait pas pourquoi. Quelques jours plus tard, Victoire frappa à sa porte un dimanche matin, un sac de croissants à la main et cet air têtu qui annonçait qu'elle n'était pas venue simplement pour bavarder. Camille la fit entrer, résignée. Elles s'assirent à la cuisine pendant qu'Élise jouait dans sa chambre. « Je sais que tu ne veux pas parler de Julien, » dit Victoire en brisant un morceau de brioche. « Mais je vais en parler quand même. » Camille leva les yeux au ciel, mais ne répondit pas. « J'ai fait des recherches. Pas parce que tu m'as demandé, évidemment, mais parce que j'en avais marre de t'entendre soupirer dans les couloirs. »« Je ne soupire pas, » protesta Camille, piquée. « Si, tout le temps. Bref, tu te souviens de cette histoire dont tu m'as parlé, cette journaliste qui l'aurait accusée, ce procès étouffé ?» Camille hocha la tête, méfiante. « Eh bien, j'ai creusé un peu, et j'ai trouvé des articles. Beaucoup ont été retirés ou modifiés, mais certains forums en parlent encore. Des discussions entre anciens collègues, des commentaires de journalistes. L'histoire est beaucoup plus floue qu'elle n'en avait l'air. Floue comment? La femme en question a disparu des médias après l'affaire. Elle a été accusée, plus tard, d'avoir tenté de faire chanter un autre dirigeant d'entreprise. Une procédure judiciaire a été ouverte contre elle pour escroquerie, puis classée faute de preuves. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs personnes ont affirmé qu'elle inventait ou exagérait des faits pour obtenir de l'argent ou de l'attention médiatique. Camille écoutait, troublée. Elle ne voulait pas que cela change quoi que ce soit. Elle ne voulait pas se laisser attendrir par une nouvelle version des faits. Elle voulait tenir bon, rester fidèle à sa décision. Mais une faille venait de s'ouvrir. « Tu penses qu'il disait la vérité alors ?» murmura-t-elle. « Je pense qu'il ne t'a pas tout dit parce qu'il avait honte, et que parfois la honte pousse les gens à se taire, pas à mentir. Ce n'est pas la même chose. » Camille sentit sa gorge se nouer. Le souvenir de Julien, assis sur le lit, incapable de trouver les bons mots, lui revint en mémoire. Elle ne voulait pas l'excuser, mais peut-être qu'elle avait été trop rapide dans son jugement, ou trop exigeante. Elle, qui savait ce que c'était que d'être mal comprise, aurait-elle fermé la porte à quelqu'un pour une erreur qu'il n'avait peut-être pas commise? Elle n'en était pas certaine, mais l'idée s'était frayé un chemin. Le lendemain, en rentrant de l'école avec Élise, elle trouva un paquet sur le paillasson. Aucun nom d'expéditeur. Une boîte simple, élégante, avec une étiquette portant seulement ces mots « Pour Élise ». Elle hésita à l'ouvrir, mais Élise, curieuse, s'en chargea avec l'enthousiasme d'un enfant déballant un trésor. À l'intérieur, un livre, un album illustré, intitulé « Le petit phare et la vague ». Camille le reconnut immédiatement. Il s'agissait d'un ouvrage rare qu'elle avait évoqué lors du dîner avec Julien, racontant l'histoire d'un phare oublié sur une île qui retrouve sa lumière grâce à l'amitié d'une vague persévérante. Elle se souvenait avoir dit que c'était le seul livre qui calmait Élise lorsqu'elle était bébé, mais qu'elle avait dû le revendre pendant une période difficile. Le voir là, entre les mains de sa fille, fut comme un coup dans l'estomac. « Tu crois que c'est lui ?» demanda Élise en caressant la couverture. Camille hocha la tête, émue. « Je pense que oui. Alors il est gentil, quand même. Peut-être, » souffla-t-elle, en sentant ses certitudes se fissurer. Elle resta longtemps ce soir-là, assise sur le canapé, le livre posé sur ses genoux. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle comprenait désormais que tirer un trait définitif n'était pas aussi simple, parce que certaines personnes laissaient des marques qui ne s'effaçaient pas avec le temps, ni même avec la colère, parce qu'il y avait des gestes qui disaient ce que les mots n'avaient pas su dire. Parce que parfois, un simple livre envoyé sans mots pouvait valoir plus qu'un discours.
La veille de Noël arriva dans un mélange de lumière dorée et de fatigue accumulée. La ville de Lyon, drapée dans ses plus beaux habits d'hiver, s'animait sous les guirlandes suspendues au-dessus des rues commerçantes. Les vitrines débordaient de jouets, de chocolats et de décorations, et les enfants, excités, tiraient leurs parents par la main à chaque coin de rue. Camille, quant à elle, n'avait rien d'une promeneuse festive. Elle courait d'un point à un autre, les bras chargés de paquets de dernière minute, jonglant entre les courses, les préparatifs du repas chez sa mère et la gestion d'une Élise débordante d'énergie. Tout cela avait un goût de déjà-vu, et pourtant, cette année, quelque chose était différent. Depuis la réception du livre, Camille n'avait pas eu de nouvelles de Julien. Aucune relance, aucun message. Ce silence, loin de la soulager, l'avait peu à peu troublée. Elle s'attendait à une tentative de reconquête, à une explication, à des excuses. Mais il n'y avait rien eu. Et c'est précisément cette retenue, cette absence de stratégie qui l'avait forcé à repenser à tout. Peut-être qu'il avait compris. Peut-être qu'il avait respecté sa volonté de couper le lien. Peut-être qu'il était sincère, finalement. Et peut-être que c'était justement cela, la preuve qu'elle attendait. Ce 24 décembre, Camille devait assister à la représentation de Noël organisée par l'école d'Élise. Les enfants de plusieurs classes participaient à un petit spectacle dans la salle polyvalente, et chaque parent avait reçu une place numérotée. Camille arriva avec quelques minutes d'avance, s'installa discrètement au fond de la salle, parmi d'autres mères et pères, habillés à la hâte, l'air pressé mais attendri. La pièce était simple. Des chants, quelques scénettes, beaucoup de rires d'enfants et de maladresses adorables. Lorsque le rideau de fortune s'ouvrit et que les enfants prirent place sur scène, Camille repéra immédiatement Élise. Elle portait une robe blanche ornée d'étoiles argentées et tenait dans ses mains une lanterne en papier. Son visage rayonnait. Camille sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle ne pensait à rien d'autre à cet instant. Mais alors qu'elle observait la scène, ses yeux se posèrent instinctivement sur les rangées devant elle et se figèrent. Julien était là, assis à 2 sièges de l'allée centrale, vêtu simplement, les yeux fixés sur la scène. Il ne l'avait pas vu. Il n'avait pas cherché à se faire remarquer. Il était juste, présent, discret, attentif, sans aucune attente visible. Camille sentit un mélange de stupeur, de trouble et d'émotion la submerger. Elle resta un moment immobile, partagée entre l'envie de se lever et celle de rester invisible. Lorsque la représentation prit fin, les applaudissements éclatèrent dans la salle. Les enfants coururent vers leurs parents et Élise se précipita dans les bras de sa mère, excitée comme jamais. « Tu m'as vu? Tu m'as vu, maman? Je t'ai vu, mon ange. Tu étais magnifique. » C'est alors qu'Élise, comme si cela allait de soi, lança joyeusement. « Et Julien, tu l'as vu aussi? Il m'a fait coucou quand je suis montée sur scène. » Camille la regarda abasourdie. « Il t'a fait coucou? Tu savais qu'il allait venir? Il m'a demandé si je jouais dans le spectacle. Je lui ai dit oui. Alors il m'a dit qu'il viendrait s'il avait le droit. Tu n'es pas fâchée ?» Camille comprit que leur fille, dans sa logique enfantine, n'avait vu là qu'une promesse simple tenue par quelqu'un qu'elle aimait. Et elle, que voyait-elle? Un homme qui, malgré tout ce qui les séparait, avait trouvé un moyen d'être là, sans déranger. Juste être là. Julien s'approcha lentement. Il n'avait pas changé. Toujours ce calme, cette retenue, mais dans son regard, il y avait autre chose. De la sincérité nue, une forme de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais perçue aussi clairement. « Bonsoir Camille », dit-il en s'arrêtant à 1 mètre d'elle. « Tu as vraiment demandé à Élise si elle jouait aujourd'hui ?»« Oui. Et je lui ai demandé si je pouvais venir. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. J'ai pris un siège loin, je n'ai parlé à personne. Je voulais juste la voir et te voir, une dernière fois si c'était nécessaire. Pourquoi maintenant? Parce que c'est Noël, et parce qu'il n'y a pas de bon moment pour dire les choses importantes. J'ai fait des erreurs. J'en fais encore. Mais je ne veux pas continuer à vivre dans la peur de mal faire. Je ne veux pas me cacher derrière des gestes ou des silences. » Camille tenait toujours Élise contre elle. La petite, épuisée par l'émotion, reposait sa tête contre son épaule. Elle se sentait soudain étrangement calme, comme si cette scène n'était pas un bouleversement, mais une évidence qu'elle avait trop longtemps refusé de regarder. « J'ai compris que je t'avais jugé trop vite, » murmura-t-elle, « mais aussi que tu ne m'avais pas laissé le choix. Tu voulais me protéger de ton passé, mais tu as oublié que moi aussi j'ai un passé, et que je sais ce que c'est que d'avoir honte.
ou peur? Je le sais maintenant, répondit-il, et je suis prêt à t'en parler. Tout. Mon enfance, ma famille, mes erreurs. Pas pour me justifier, pour que tu comprennes qui je suis, vraiment. Si tu veux l'entendre, bien sûr. Elle le regarda longuement. Il n'y avait pas de promesse dans ses yeux, pas d'attente pressante. Juste une proposition, une invitation à le connaître sans artifice. Elle hocha lentement la tête. Pas ici, pas ce soir, mais bientôt. Je t'attendrai. Autant de temps qu'il faudra. Ils ne s'embrassèrent pas. Il ne la toucha pas. Il ne chercha pas à forcer le destin. Il recula d'un pas, puis laissa Camille et Élise retrouver leur chemin vers la sortie. Mais elle savait déjà que quelque chose avait changé. Pas dans un éclat de magie. Dans un geste, un silence, un regard honnête, un point de départ peut-être. Rien de plus, rien de moins. Les jours qui suivirent la représentation furent traversés d'un calme étrange. Camille, encore portée par le souvenir de cette soirée inattendue, restait silencieuse, presque contemplative. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son esprit, lui, ne cessait de tourner. Les mots de Julien, sa retenue, sa façon d'être présent sans imposer, l'avaient déstabilisé plus que tout ce qu'il aurait pu dire ou faire de grandiloquent. Et Élise, de son côté, semblait avoir naturellement intégré cette présence, comme si Julien avait toujours été là, quelque part, dans l'arrière-plan de leur vie. Elle n'en parlait pas tous les jours, mais lorsqu'elle le faisait, c'était avec une spontanéité désarmante. Ce naturel chez sa fille perturbait Camille davantage qu'elle ne voulait l'admettre. Le 27 décembre, alors que la ville se vidait peu à peu de ses décorations et que les rues retrouvaient leur rythme ordinaire, Camille reçut un message court de Julien. « J'aimerais te parler. Quand tu voudras. » Elle resta un long moment à regarder l'écran sans répondre. Elle aurait pu ignorer ce message, comme elle avait ignoré d'autres contacts dans le passé. Mais cette fois, elle sentit qu'elle ne pouvait pas reculer. Il ne s'agissait plus d'un dîner élégant ou d'un projet de fondation. Il s'agissait d'une parole qu'il voulait enfin lui donner. Elle proposa de se retrouver dans un café discret, en dehors du centre-ville. Un endroit simple, loin des regards et du bruit. Julien accepta aussitôt. Ils se retrouvèrent 2 jours plus tard. Camille arriva en avance, s'installa près de la fenêtre et commanda un café noir. Elle fixait les passants sans vraiment les voir, le cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Lorsqu'il entra, elle se redressa légèrement, sans toutefois changer d'expression. Julien s'approcha, s'assit face à elle sans chercher d'effusion. Il attendit qu'elle parle. Mais c'est elle qui rompit le silence. « Tu m'as dit que tu voulais me raconter la vérité, toute la vérité. Alors je suis là. » Julien acquiesça. Il prit une légère inspiration, comme s'il s'apprêtait à retirer un poids qu'il portait depuis longtemps. « Ce que je vais te dire, je ne l'ai jamais dit à personne de cette façon. Et je ne t'en veux pas si tu décides, après ça, de partir à nouveau. » Camille garda le silence. Il continua. « Il y a plusieurs mois, j'ai visité l'école où tu travailles. Pas en tant que président de la fondation, en tant qu'homme fatigué qui cherchait à comprendre à quoi pouvait ressembler une vie normale. J'avais entendu parler d'un petit programme local que votre établissement menait et je suis venu discrètement, sans prévenir, pour observer. Je suis entré dans la cour, j'ai traversé le hall et je suis resté un moment à écouter des enfants jouer. Et c'est là que je l'ai vue, Élise. Elle était assise par terre, seule, en train de lire à voix haute pour une peluche. Elle parlait comme si le monde n'existait pas autour d'elle, et à un moment, elle a levé les yeux et m'a souri. Un sourire sans prudence, sans attente, juste un sourire d'enfant qui accueille. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle ne dit rien. Julien poursuivit, posément. Je ne savais pas qui elle était, mais ce sourire, il m'a frappé. C'était le genre de choses qu'on reçoit sans savoir pourquoi. J'ai demandé son prénom à une surveillante, puis plus tard j'ai parlé de toi à Victoire. Elle t'a décrit. Elle m'a dit que tu étais sa collègue, que tu élevais seule ta fille, que tu ne cherchais rien. Et c'est là que j'ai eu peur. Il fit une pause. Camille le fixait immobile. Peur de quoi? Peur que cette lumière ne soit pas pour moi, que si j'approchais, je la détruirais. Je savais que si je venais à toi avec mon nom, mon histoire, mon passé, tu me repousserais, et tu aurais eu raison. Alors j'ai demandé à Victoire de créer un contexte, une sorte de prétexte. Je ne voulais pas te tromper. Je voulais seulement une chance d'être vu autrement. Pas comme le PDG. Pas comme l'homme qu'on accuse ou qu'on admire. Juste un homme qui avait été touché par un sourire d'enfant. Camille inspira profondément,
luttant contre les émotions qui montaient. Tu m'as observé, tu t'es renseigné sur moi, et tu as organisé un faux rendez-vous sans me dire que tu me connaissais déjà. Tu as fait tout ça en te disant que tu faisais bien. Non, je me suis dit que c'était la seule façon. Et peut-être que c'était une erreur, mais je n'ai rien prémédité de mal. Je ne t'ai pas approché pour te séduire ou pour me racheter une conscience. Je t'ai approché parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie de rencontrer quelqu'un sans calcul et que je ne savais pas comment faire autrement. Le silence retomba entre eux. Dehors, le vent soufflait dans les branches nues des arbres. Camille se leva lentement, marcha jusqu'à la vitre, resta là un moment avant de se retourner. Ce que tu as fait, Julien, c'est grave. Tu as manipulé les circonstances. Tu as volé un moment qui aurait dû être vrai dès le début. Tu as décidé à ma place de ce que j'étais prête à accepter. Et même si tu crois avoir agi pour de bonnes raisons, tu as menti. Pas par les mots, mais par l'absence d'eux. Il baissa les yeux sans se défendre. Tu as raison. Mais, ajouta-t-elle, ce que je ressens maintenant, c'est que pour la première fois, tu ne te caches plus. Et je pense que je préfère cette vérité maladroite à un mensonge parfait. Elle retourna s'asseoir. Il leva les yeux vers elle, surpris. Tu n'es pas en train de me dire que tu me pardonnes? Non, je suis en train de dire que je veux voir ce que tu fais de cette vérité, maintenant que tu n'as plus rien à cacher, et que je ne suis plus une inconnue que tu observes de loin. Julien ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, une émotion retenue s'y lisait clairement. Je veux tout recommencer, mais pas à zéro, avec tout ce qu'on sait déjà l'un de l'autre. Et avec tout ce que tu voudras garder à distance, je le respecterai. Camille acquiesça. Elle ne savait pas encore si elle pourrait lui faire confiance à nouveau, mais elle savait qu'elle voulait comprendre, avec lucidité, ce lien qui s'était créé. Pas pour retomber dans les bras d'un homme, pas pour combler un vide, mais pour ne plus fuir ce qu'elle sentait en elle depuis le début, qu'au milieu du chaos peut naître quelque chose de différent. Pas parfait, mais réel. Le mois de janvier débuta sous une fine pluie constante qui semblait laver les rues de Lyon de leur reste de fête. Les vitrines retrouvaient leur apparence habituelle, les guirlandes avaient disparu, et les conversations se remplissaient à nouveau de factures, de rentrées scolaires et de projets remis à plus tard. Camille, pourtant, abordait ce début d'année avec une disposition d'esprit nouvelle. Rien n'avait fondamentalement changé dans sa vie, mais la manière dont elle percevait certains gestes, certaines attentes et surtout certaines hésitations avaient évolué. Elle ne s'était pas réveillée un matin avec un sentiment de renouveau ou d'élan romantique. Au contraire, tout en elle s'ancrait désormais dans une forme de prudence solide. Mais cette prudence n'était plus un mur, c'était une porte entr'ouverte. Elle avait revu Julien 2 fois depuis leur conversation au café. La première, il l'avait rejointe à la sortie de l'école, non pas pour lui parler, mais pour l'écouter lui faire un bref résumé d'un atelier qu'elle avait mené avec d'autres mères d'élèves dans le cadre du programme de la Fondation. Il n'avait rien commenté, s'était contenté d'acquiescer et était reparti sans chercher à prolonger l'échange. La deuxième fois, c'était Camille qui l'avait appelé. Elle voulait lui faire part d'une idée pour l'amélioration d'un espace de jeu dans une structure partenaire, et il l'avait invité à venir en parler directement à l'équipe de projet, sans jamais tenter de détourner la rencontre vers un terrain personnel. Cette retenue, cette discipline qu'il s'imposait touchait Camille plus qu'elle ne l'aurait cru. Avec Élise, les choses suivaient un autre rythme. L'enfant, intuitive et sensible, acceptait la présence de Julien comme un fait naturel. Il ne venait pas souvent, mais quand il était là, il ne cherchait pas à occuper tout l'espace. Il observait, jouait parfois, répondait aux questions sans détour et savait aussi s'effacer sans promesse. Ce comportement éveillait chez Camille un respect sincère. Peu d'adultes savaient s'ajuster ainsi à un enfant sans chercher à le séduire ou à s'imposer. Julien, lui, ne forçait jamais le lien. Il le laissait se construire, petit à petit. Camille, de son côté, s'observait dans cette nouvelle dynamique avec une attention presque clinique. Elle notait ses propres réactions, ses moments de doute, ses élans de méfiance, mais aussi les instants où un certain apaisement s'installait. Elle ne cherchait plus à tout comprendre ni à tout contrôler. Elle avançait avec lenteur mais sans reculer. Cette forme de mouvement, bien qu'invisible pour le monde extérieur, représentait pour elle un pas immense. Un samedi de fin janvier, alors que la pluie battait les vitres depuis l'aube, Camille invita Julien à dîner. Rien d'extravagant, un repas simple chez elle,
avec Élise, sans mise en scène. Elle voulait voir comment il s'intégrait dans leur espace, dans leur quotidien, loin des cadres neutres des cafés ou des bureaux. Il accepta immédiatement, sans poser de questions. Lorsqu'il arriva, il apporta un jeu de société adapté à l'âge d'Élise et un petit dessert artisanal qu'il avait trouvé chez un pâtissier discret du quartier. Camille, malgré elle, sourit en voyant qu'il n'avait pas choisi un gâteau hors de prix, mais une tarte rustique, bien présentée, qui rappelait les dimanches en famille. Le dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment fluide. Élise était joyeuse, Camille détendue, et Julien attentif sans excès. Ils discutèrent de choses simples, les livres qu'Élise lisait à l'école, les habitudes de la classe, les recettes faciles à faire quand on n'a pas le temps. À aucun moment, il ne fut question de leur passé, ni de leur histoire. Ce fut peut-être cela, justement, qui rendit la soirée si agréable. Une suspension dans le temps, sans attente ni bilan. Après avoir couché Élise, Camille proposa un thé. Julien, installé dans le salon, accepta sans formalisme. Le silence s'installa, confortable. Puis au bout d'un moment, elle prit la parole. « Je ne sais pas où on va, toi et moi, et je ne veux pas me précipiter. J'ai mis des années à me reconstruire, à créer un équilibre pour ma fille et pour moi, et je ne peux pas me permettre de le compromettre pour une incertitude. Je ne te demande rien de définitif, répondit-il. Je veux juste continuer à mériter d'être là, que ce soit comme un ami, un partenaire, un soutien, ce que tu décideras. Il y a encore des choses que je dois digérer. Et parfois, je me surprends à douter, même quand tu fais tout pour me rassurer. Ce n'est pas contre toi, c'est en moi. Je le sais, Camille, et je suis prêt à marcher à ton rythme. » Il ne lui prit pas la main. Il ne chercha pas à l'embrasser. Il resta là, simplement, avec cette posture droite et calme, les mains posées sur ses genoux, les yeux plongés dans les siens, sans défi, sans peur. Elle comprit alors que cette lenteur, cette patience qu'il lui offrait, n'était pas une stratégie. C'était un choix, une manière d'aimer peut-être différente de ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. À partir de ce soir-là, Julien devint une présence régulière mais mesurée. Il ne s'imposait jamais plus d'un soir par semaine. Il ne dormait pas chez elle. Il repartait toujours après que Camille avait fermé la porte de la chambre d'Élise. Il laissait des petits mots parfois, un livre sur la table, une suggestion de promenade, une photo d'un lieu qu'il aimait. Et peu à peu, Camille se rendit compte qu'elle l'attendait. Pas avec fébrilité, avec confiance. Cette confiance, d'abord fragile, se renforçait au fil des gestes, des regards, des silences partagés. Julien n'était plus ce mystère luxueux qu'elle avait rencontré dans un restaurant trop élégant pour elle. Il était un homme complexe mais sincère, qui avait fait le choix difficile d'abandonner le masque. Et elle, de son côté, ne se voyait plus comme une femme à convaincre ou à protéger. Elle était une partenaire exigeante, capable de poser ses limites, mais aussi de les déplacer lorsqu'elle le jugeait juste. Vers la mi-février, Camille reçut un appel inattendu de la directrice de l'école. Le projet de la fondation avait été retenu pour recevoir un soutien du ministère, une reconnaissance nationale. Elle tenait à la féliciter personnellement pour son rôle moteur dans le développement de l'initiative. Camille, surprise, ne sut d'abord quoi répondre, mais en raccrochant, elle pensa à Julien et à ce qu'ils avaient réussi à faire ensemble malgré les blessures, malgré les doutes. Et elle comprit que quelque chose sans tambour ni déclaration était en train de naître, lentement, mais solidement. 1 an s'était écoulé depuis ce dîner improbable dans le restaurant du Vieux Lyon, là où tout avait commencé sans qu'aucun d'eux ne le sache réellement. 12 mois durant lesquels Camille avait cheminé lentement, refusant les raccourcis, les illusions faciles et les excuses trop polies. Elle avait observé, testé, douté, reculé parfois, puis avancé à nouveau. Et Julien, fidèle à ses paroles, était resté à bonne distance, proche sans jamais étouffer, patient sans jamais céder au renoncement. Ensemble, ils avaient créé une forme d'équilibre, un territoire discret, où ni l'histoire ni le futur n'imposaient leurs lois. Ce qu'ils construisaient ne portait pas de nom officiel. Ce n'était ni un couple au sens classique, ni une cohabitation formelle. C'était une alliance, fragile mais sincère, née d'une volonté partagée de ne plus jouer de rôle. Élise, elle, avait grandi de quelques centimètres, mais surtout de beaucoup de sérénité. Sa relation avec Julien s'était faite sans heurts. Il était devenu une figure familière,
jamais envahissante. Il l'accompagnait parfois au parc, lui posait des questions sans infantilisme et s'intéressait à ses réponses sans chercher à la corriger. Camille observait cela avec une forme d'étonnement tranquille. Elle n'aurait jamais cru possible qu'un homme comme lui puisse entrer dans leur monde sans tout bouleverser. Mais il l'avait fait, sans fracas, sans grand discours, simplement en restant fidèle à ses engagements. Lorsque le mois de décembre arriva, Camille fut surprise de se sentir légère. Elle qui, les années précédentes, affrontait cette période avec une résistance silencieuse, accueillait maintenant les fêtes avec une forme de douceur inattendue. Elle décora l'appartement avec Élise, sortit des cartons les guirlandes usées, les petites boules peintes à la main, les dessins de maternelle aux couleurs passées. Julien offrit de nouvelles décorations, sobres, et Camille, d'abord réticente, finit par les accepter. Non comme un remplacement, mais comme un ajout. Une façon de dire que leur histoire pouvait s'écrire sans effacer ce qui l'avait précédé. Ils décidèrent de passer le réveillon ensemble. Pas dans un château, pas dans un hôtel, pas dans un décor de magazine. Juste chez Camille. Un repas simple, préparé à trois avec une nappe un peu tachée et des verres dépareillés. Julien proposa de cuisiner un plat de son enfance, une recette transmise par sa grand-mère, une femme qu'il avait peu connue, mais dont il gardait ce souvenir précis. Camille accepta, curieuse. Le jour venu, il arriva avec un panier rempli d'ingrédients frais, un tablier ancien brodé de ses initiales et cette lueur dans le regard qui trahissait une émotion contenue. Ils passèrent l'après-midi à cuisiner, à se chamailler doucement sur la quantité de sel, à raconter des anecdotes, à rire parfois. Élise chantonnait dans le salon, occupée à bricoler un décor en papier pour la table. Lorsqu'ils s'assirent enfin pour dîner, les bougies allumées, les assiettes pleines, Camille regarda autour d'elle et sentit une chaleur monter. Rien dans cette scène ne criait la perfection, mais tout en elle respirait la justesse. Julien leva son verre, timidement. « Je ne suis pas un homme à toast, dit-il, mais je voudrais dire quelque chose. » Camille l'observa, attentive. « Merci, pour m'avoir laissé entrer, pour m'avoir montré qu'on peut se reconstruire sans effacer ses cicatrices, et pour m'avoir fait comprendre que la confiance ne se demande pas, elle se mérite. » Il n'attendait pas de réponse. Camille, pourtant, posa sa main sur la sienne, brièvement. « Et toi, tu m'as montré qu'un homme peut être puissant sans dominer, présent sans étouffer, généreux sans se faire valoir. » Ils trinquèrent, et Élise, sans comprendre toutes les subtilités de cette conversation, leva son propre verre de jus de pomme avec un sérieux désarmant. Après le repas, ils ouvrirent quelques cadeaux. Rien de luxueux. Camille avait offert à Julien un carnet relié de cuir, vierge, accompagné d'un mot, pour écrire ce que tu ne veux plus oublier. Il en fut visiblement touché. Julien, de son côté, avait offert à Camille un livre de photographies sur les paysages ruraux français, ceux qu'elle avait évoqués un soir comme un rêve lointain de vacances. Pour Élise, il avait trouvé une boîte de crayons de couleur professionnelle et un carnet à dessin de qualité, avec un message. « Pour raconter le monde à ta façon ». La petite éclata de joie, se précipita dans ses bras et lui souffla à l'oreille un mot que Camille n'entendit pas, mais qui fit apparaître sur le visage de Julien une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. La soirée se poursuivit dans un calme presque irréel. Pas de musique bruyante, pas d'écran allumé, juste des voix douces, des rires étouffés, le craquement discret du chauffage, et dehors, le silence de la ville endormie sous un ciel clair. Avant d'aller se coucher, Élise demanda si Julien pouvait lui lire une histoire. Il accepta sans hésiter. Camille resta dans l'embrasure de la porte, écoutant sa voix grave lire les aventures d'un petit hérisson solitaire qui découvre qu'il n'est pas obligé de piquer pour être aimé. Elle sentit ses yeux se remplir sans tristesse, juste une émotion dense, profonde, presque ancienne. Lorsque Julien referma le livre et éteignit la lumière, Élise murmura « Tu restes ce soir ?» Il regarda Camille. Elle hocha lentement la tête. « Oui, si ta maman est d'accord. »« Je crois que oui, » souffla Camille. Il ne dormit pas dans son lit. Camille le lui proposa, mais il refusa avec douceur. Il s'installa sur le canapé, sous une couverture qu'elle lui apporta elle-même. Avant d'éteindre la lumière du salon, elle resta un moment debout, le regardant s'installer. Il leva les yeux vers elle. « Joyeux Noël, Camille. Joyeux Noël, Julien. » Elle alla se coucher, mais cette nuit-là,
Elle dormit d'un sommeil profond, sans cauchemar, sans tension, un sommeil plein, un sommeil d'apaisement. Le lendemain matin, elle se leva avant le reste de la maison, fit chauffer de l'eau pour le thé, ouvrit la fenêtre sur l'air froid et observa la lumière pâle qui filtrait sur les toits. 1 an plus tôt, elle se croyait piégée dans une vie figée, sans surprise ni promesse. Elle n'attendait plus rien, et pourtant une chaîne d'événements inattendus, parfois maladroits, parfois douloureux, avait fini par lui offrir ce qu'elle n'avait jamais osé nommer, une possibilité. Pas un conte de fées, mais une histoire vraie, une histoire à 3 faite d'ajustements, de silence respecté, de lenteur assumée. Et ce matin-là, en posant sa tasse sur la table, Camille sourit à l'idée que parfois, le hasard n'a pas besoin de magie pour tout changer. Il suffit qu'il rencontre le courage de 2 êtres décidés à recommencer autrement.